à tous et bienvenue à notre programme Face à Face de Léon Joléo. C'est bel et bien Bijou Maïkani à la présentation. Aujourd'hui, nous recevons encore notre invité d'honneur qui est l'éminent professeur Kalele Kabila et on va parler de la problématique de la balkanisation ou non de la RDC. Donc notre émission va constituer deux parties. La deuxième partie, on aura à parler de la colonisation et le professeur Kalele va, à travers son ouvrage qui est devant vous, très chers internautes, il va essayer d'épingler quelques situations qui est dans son ouvrage. Avec lui, aujourd'hui, nous allons essayer de développer quelques sujets qui se passent aussi ici en République démocratique du Congo. Et nous vous rappelons que le professeur Kalele Kabila fut conseiller principal du maire de Lubumbashi, après conseiller financier au gouvernorat au Katanga. Puis il vient à Kinshasa, politiquement, il était secrétaire national à l'organisation et l'implantation de l'UDPS Tshisekedi Etienne, vice-ministre de l'enseignement primaire et secondaire, titulaire à l'enseignement primaire et secondaire sous 1+4, conseiller principal en charge de la politique et de la diplomatie de la sécurité auprès du vice-président Zaïdi Ngoma. De conseiller principal, il devient ministre de Mines dans le gouvernement 1+4. Actuellement, il est professeur à la faculté de sciences sociales et administratives, département de sociologie à l'université de Kinshasa. On va déjà lui dire bonjour professeur. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, comme toi-même. Oui, ça va. Je crois qu'aujourd'hui, je ne me suis pas trompée dans la présentation, c'est ça? Non, 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 elle est correcte. Elle est très correcte. Je crois que je dois même te féliciter parce que je constate que tu as la carte postale du professeur Kalele. Vraiment. Tu dois avoir enregistré ça quelque part dans ta banque de données. Oh là là. C'est ça qu'il faut faire. Merci beaucoup, professeur. Et donc, nous revenons à notre sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la problématique de la balkanisation en RDC Congo. Donc, en regardant ce que l'Est de la République du Congo est en train de traverser, le tuerie, viol, souffrance, pas d'enseignement, mauvaises conditions des routes, etc. En un mot, permettez-moi de souligner que l'Est de la RDC vit en enfer. Un Congolais de l'Est a dit, je cite, « Malgré la présence de nos envahisseurs sur notre territoire, malgré que nous ayons alarmé la situation, malgré nos multiples cris de secours, Kinshasa fait sourde d'oreille. Kinshasa fait semblant, on dirait que rien ne s'est passé dans cette partie du pays. La réalité est que nous traversons le calvaire et les ennemis de la nation font tout pour balkaniser nos régions. » Et professeur, notre première question est que est-ce que le gouvernement central est réellement muet à ces sujets? Si oui, que dites-vous, professeur, du silence de Kinshasa et que devraient être les réactions de Kinshasa dans cette affaire? Merci madame. Kinshasa officiellement n'est pas muet. Mais il ne s'agit pas de parler, de décrier la balkanisation. Ce dont les gens de l'Est, ce dont les Congolais ont besoin, c'est des actes concrets du gouvernement pour mettre fin au calvaire que subissent nos compatriotes à l'Est. Nous constatons que réellement, il y a un plan pour la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ce plan, à l'heure actuelle, est mis en exécution par les Rwandais
et les Ougandais avec l'appui de la communauté internationale. Nous soutenons l'existence d'un plan de balkanisation et nous nous expliquons, il faut que les Congolais le comprennent. Mais pour le comprendre, nous devons remonter au début du 19e siècle. L'Europe occidentale crée le système capitaliste à la recherche de l'argent. Ce système capitaliste le pousse à la colonisation, ce qui signifie que l'Angleterre, la Belgique, la France, l'Espagne, le Portugal, etc. envahissent l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique et prennent possession de ces pays-là comme leur colonie. Ils se mettent à empiller les richesses, toutes sortes de richesses, y compris les objets d'art. Ce pillage les conduit à devenir des pays développés ou des pays riches en aimants. Face à l'accumulation de ces richesses, lorsque, après la première et surtout la deuxième guerre mondiale, les colonies se soulèvent pour demander leur indépendance, les pays occidentaux opposent une fin de non-recevoir. Ils refusent la décolonisation. Ils refusent l'octroi de l'indépendance à leur colonie, malgré que celle-ci les ait aidés à se débarrasser de la domination de l'Allemagne. Bon, pourquoi ils font ça? Ils ont tiré une leçon de l'histoire. Lorsque le Portugal et l'Espagne ont perdu leur colonie de l'Amérique latine, leur niveau de vie a régressé. Ils sont devenus en Europe des pays sous-développés. Donc, les autres pays occidentaux ne voulaient pas connaître le sort du Portugal et de l'Espagne. Donc, ils ont tenu à garder leur colonie pour continuer à les piller. Mais faute d'y parvenir complètement, ils ont inventé la formule de la balkanisation. Nous ne vous libérons pas entièrement, nous ne partons pas entièrement. Est-ce que vous pouvez accepter que nous partagions vos pays moitié-moitié? Ça, on a vécu en Asie. La Chine, colonisée par l'Angleterre, la Grande-Bretagne, et puis les États-Unis d'Amérique, se verra imposer la balkanisation. La Chine continentale, avec Mao, va s'émanciper. Mais l'Occident tiendra à garder Formose, Taïwan, une partie de la Chine. La Chine va être coupée en deux. Une partie contrôlée par
les Chinois et une partie par les Européens. C'est la première balkanisation. Vous aurez également la France au Vietnam. La France va proposer de couper le Vietnam en deux. Vietnam du Nord et Vietnam du Sud. L'Occident va se réserver le Sud. Jusqu'aujourd'hui, il contrôle le Sud. C'est le Nord qui est contrôlé par les Vietnamiens. Ça ne s'arrête pas là. Vous avez l'Angleterre et la France qui vont jouer le même jeu au Nigeria. Ils vont essayer de s'accaparer, de continuer à contrôler une partie du Nigeria, le Biafra. Ils vont venir au Soudan et ils vont couper le Soudan en deux. Le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Vous aurez le Congo belge. Le Congo belge refusera aussi d'accorder l'indépendance à l'entièreté du Congo. Vous vous rappelez ce qui arrivera au professeur Van Wilson de l'université de Lovanium ici et de Bruxelles, de Louvain, lorsqu'il va parler de l'indépendance accordée dans 30 ans, c'est-à-dire en 85, oui, 2085, 1985 plutôt. Il sera expulsé du Congo. La Belgique va dire: je vous accorde l'indépendance, mais seulement pour le sud du Katanga et pour le sud du Kasaï. Le reste, non, pour l'ensemble du Congo, sauf le sud du Katanga et le sud du Kasaï, que je reste contrôlé. La première balkanisation au Congo, ça sera l'État autonome du Sud Kasaï avec Molopwe et le Sud Katanga avec Tchombe et Munongo, contrôlé par la Belgique, appuyé par ses frères européens d'Europe occidentale. Donc il y a eu un processus mondial de balkanisation. C'est-à-dire, je répète, faute de ne pas libérer entièrement les colonies, les anciens colonisateurs inventeront la formule de couper certaines de ces colonies en deux. Ils laissent une partie et ils en contrôlent une autre. Et on se rendra compte que quand ils visent sur une partie, c'est la partie la plus riche. Donc, le Katanga, le haut Katanga industriel, c'est la partie des minéraux. Le Soudan du Sud, c'est le pétrole. Donc, nous vous laissons tout, mais nous gardons la partie la plus riche. Lorsque, après l'indépendance, longtemps après l'indépendance, les Rwandais et les Ougandais vont envahir le Congo,
ils relanceront également cette formule de balkanisation. En se disant, comme vous nous chassez d'ici, on les a chassés avec Mouzé. Nous ne pouvons pas abandonner entièrement votre pays. Nous allons nous réserver des parties, et c'est des parties juteuses. À ce moment-là, ça sera le Kivu, l'ancien Kivu, et l'Ituri, où l'on aura découvert beaucoup de richesses. Et la situation qui se passe au Kivu et en Ituri relève de cette politique de balkanisation. Le Rwanda et l'Ouganda, nouveaux colonisateurs, remplaçant des Belges, qui veulent continuer à contrôler une partie de la République, où ils ont installé leurs frères, les Banyamulenge. Bref, nous considérons que réellement il y a un plan pour balkaniser la République. Il a commencé à la fin de la période coloniale. Il a un caractère international. Les Belges, les Français, les Britanniques, etc. Aujourd'hui, il se prolongeait avec les Rwandais et les Ougandais. Mais alors, que dire alors de ceux qui nient l'existence de cette balkanisation? C'était ça votre question. Oui. Oui. Nous avons effectivement entendu la représentante du secrétaire général de l'ONU, Leila Zerouki, nous dire que ce plan-là n'existait pas, c'était une chimère. Notre point de vue est que ce n'est pas vrai. Le plan existe bel et bien. Madame, en parlant comme représentante de l'ONU, participe de cette balkanisation. On a connu l'ONU du temps de Lumumba, quand on balkanisait le Katanga, quand on prenait le Katanga et le Sud Kasaï. L'ONU était là. Aujourd'hui, on prend le Kivu et l'Ituri. L'ONU prête main forte aux Rwandais et aux Ougandais. Ce ne sont pas des choses à cacher. Lumumba a été tué avec la complicité de l'ONU. Laurent Désiré Kabila a été tué avec la complicité de l'ONU. La deuxième personne qui a nié la balkanisation, c'est Félix Tshisekedi, actuel président de la République. Mais lui, il vient à peine d'entrer. Comment est-ce que Oui, il a nié dans un de ses discours à Londres, je crois, qu'aussi longtemps qu'il sera président, il n'y aura pas de balkanisation et que ceux qui en parlent sont des rêves. Le problème n'est pas là. Ce n'est pas aussi longtemps que lui, non. Le plan existe. Mais nous savons que ce discours-là de Félix en Europe, niant la balkanisation, prétendant que le Banyamulenge était des Congolais, c'est un faux discours, mais qui s'explique du fait des relations privilégiées que Félix entend nouer avec le Rwanda
l'Ouganda et même le Burundi. C'est des déclarations politiques circonstancielles dictées par les intérêts diplomatiques du moment. Mais le plan existe. Si on ne fait pas attention, nous allons perdre une partie du Congo, la partie la plus riche. Okay, merci beaucoup, professeur. En parlant de ces déclarations-là, que pensez-vous de la dénonciation du président de l'Église du Christ au Congo, André Bokundoa? Je cite, « Ce qui se passe à l'est de notre pays, c'est un scandale de la désacralisation de la vie humaine qui se passe sous forme de génocide. Malheureusement, à ciel ouvert avec l'intention de tenter la mise en œuvre du plan de balkanisation. Heureusement pour la RDC, l'éveil de la conscience patriotique légué par nos héros nationaux a déjà vacciné nos vaillants militaires et forces de défense. » Et professeur, est-ce que les souffrances de population de l'Est sont créées par les acteurs politiques nationaux ou internationaux pour qu'un jour les habitants de l'Est se disent on en a assez à Kinshasa et opter pour la balkanisation? À Bokondoa, le représentant de l'Église du Christ au Congo, ce qu'il a fait là, ce qu'il a dit, traduit la réalité, la triste réalité de ce que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous renvoie, vous, téléspectateurs, au livre de Brackman, Mukwege, l'homme qui répare les femmes. Vous trouvez là-dedans des scènes horribles de viol des femmes du Kivu, de tueries. Il y est rappelé l'enterrement des femmes vivantes à Mwenga, Kasika, Kanyola, Makobola. On a enterré des femmes vivantes. Ce sont les Rwandais, les Ougandais qui l'ont fait. On a procédé à piler des bébés congolais du Kivu, du Grand Kivu, je parle. Les tueries continuent jusqu'à aujourd'hui. Elles ont même été étendues à Kinshasa avec le phénomène Kuluna. Vous voyez que chaque jour, les Kuluna causent des dégâts. Ils utilisent les tueries à la machette, à l'arme blanche. Mais vous avez, vous, hommes des médias, révélé que l'usage des machettes pour tuer les gens est parti de l'Est. Le Burundais qu'on a arrêté dernièrement, le Rwandais qu'on a arrêté dernièrement en France, l'homme d'affaires là-bas, celui qui le premier a acheté des machettes qui ont été distribuées à ses frères rwandais Hutus pour exterminer les Tutsis. Cette pratique était inconnue ici et elle s'est généralisée ici avec les Kuluna tous âges. Il n'y a plus que des machettes, il y a également l'usage des lames de rasoir. On tue au quotidien, au vu et au su de tout le monde. Les Kuluna sont arrêtés et libérés quelques heures après. Est-ce qu'il y a danger d'extermination des populations? J'ai dit oui.
Je rappelle que lorsque les Espagnols et les Portugais arrivent en Amérique centrale, au Mexique, Nicaragua, etc., ils vont tuer les Indiens en masse. Il y a des races entières d'Indiens qui vont être exterminés. Les Mayas, les Aztèques, les Incas ont été rayés de la carte. Donc ça ne sera pas un premier phénomène de génocide dans l'histoire. Il a déjà eu lieu. Et ce qui est en train de se passer à l'Est, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé en Amérique centrale avec les populations, les races que nous venons de citer là. À l'Est, les Congolais sont tués, chassés de leurs terres, brûlés dans leurs cases, leurs femmes sont violées, les appareils génitaux dérangés pour arrêter la procréation. C'est voulu, le danger existe et nous devrions avoir honte de laisser faire cette extermination, ce génocide-là. De presse tenue le 13 janvier 2020 à Kinshasa, Fayulu charge Joseph Kabila de la balkanisation et charge Tshisekedi d'être le facilitateur de cette balkanisation. Qu'en pensez-vous? C'est ce que justement nous venons de dire, Madame. Joseph Kabila a assisté à l'entrée de Rwandais. Il a même béni ici. C'est la raison pour laquelle M. Kamere avait perdu son poste de président de l'Assemblée nationale. C'est parce qu'il avait dénoncé le fait que Joseph Kabila, comme président de la République à l'époque, ait autorisé officiellement l'entrée de troupes rwandaises et ougandaises au Congo. Ces troupes ont opéré et continuent à opérer. Quant à Félix, on lui reproche, connaissant tous les méfaits, tout le mal que le Rwandais et les Ougandais ont causé et continuent à causer à la population congolaise, va s'allier à ces Rwandais et à ces Ougandais et déclarer officiellement: je ne peux pas, moi, fouiner dans le passé. Donc, toutes ces tueries-là, ça passe au compte perte et profit. La déclaration de M. Fayulu est fondée sur des faits à la fois historiques et actuels. C'est également pour la même raison que nous nous montrons très sceptiques sur l'accord de Nairobi. Le pouvoir en République démocratique du Congo n'a pas à venir de l'extérieur. C'est le peuple qui le donne aux Congolais par élection. Mais Félix et Kamere vont à Nairobi, dans un pays étranger, signer un accord pour dire: moi je vais régner pendant cette période
après moi, c'est toi. C'est au nom de quoi? C'est scandaleux. Mais quand même, il y a eu élection, professeur. Oui, non, ils disent après ces élections. Après le mandat actuel exercé par Félix Tshisekedi, en 2003, c'est Kamere qui prend le pouvoir. En 2023. En 2023, c'est Kamere. Donc ça, il signe à Nairobi, en dehors du Congo, malgré l'existence de la Constitution qui consacre que l'accession au pouvoir se fait par des élections. Donc ça signifie quoi? Qu'en 2003, que les élections se déroulent bien ou pas, Kamere devient président, et lorsque votre naïveté, vous direz quel est le point de vue de la communauté internationale. On va vous répondre, la SADC, l'Union africaine, a accepté, c'est Kamere qui est reconnu président et vous allez l'accepter comme président. Ce sont des aberrations, toutes ces histoires-là. Et c'est extrêmement grave. C'est ça qui est arrivé avec les Bemba, avec les Tshisekedi père et avec les Fayoulou. Tous ces messieurs-là ont gagné, les Congolais les ont élus, mais la fameuse communauté internationale dit non, c'est tel autre qui a gagné et les Congolais acceptent, disent non, d'après l'OUA, d'après l'ONU, c'est tel autre qui a gagné. Nous devons corriger ces façons infantiles de voir les choses. Nous pouvons réussir par rapport à ça. La vie, les musiciens le chantent, c'est un combat. L'indépendance ne nous a pas été octroyée, nous l'avons arrachée. La démocratie ne nous sera pas octroyée, il faut l'arracher. Ces formules de lutte non violente, de non-violence lancées par les Gandhi, c'est de l'aberration. La colonisation a utilisé la violence pour nous dominer. La décolonisation ne pourra réussir que si nous utilisons les armes pour nous libérer. Le reste là, c'est des chansons, c'est des amusements de femmes. D'abord, ça ne se prouve pas sur le terrain. Ceux qui dominent ici, quand les Blancs arrivent, même aujourd'hui, qui mettent-ils au pouvoir? C'est les Mobutu au Congo, c'est les Eyadema au Togo, c'est les Bokassa en Centrafrique, c'est les Kampaoré au Burkina Faso. Ils mettent des militaires et des violents qui imposent leurs lois. Et devant des violents, vous venez avec vos discours et féministes de non-violence, tout ça. Mais vous êtes en train de faire le jeu de votre ennemi. Ok, merci professeur. Y a-t-il possibilité de conserver cette intégrité territoriale pendant que certains Congolais ne veulent pas régler leurs différends internes ou travailler en synergie avec les autres afin de maintenir l'unité nationale? Je vous renvoie
toujours à l'histoire. Oui. Il y a eu dans l'histoire le XVIIIe siècle en Europe qui a été baptisé siècle de nationalisme. L'Europe telle que nous avons là, c'était aussi un émiettement de petites communautés. Il est arrivé une époque de constitution des nations. Le problème s'est posé en Allemagne aussi. Il y a eu des réticences des Allemands qui ne voulaient pas fédérer pour constituer une nation. Le premier ministre de l'époque, le chancelier Bismarck, a donné une formule qui est restée célèbre. L'unité allemande se fera par le fer et par le sang. C'est-à-dire que on va constituer l'Allemagne unie, l'Allemagne nation. Ceux qui ne seront pas d'accord, on va les obliger d'accepter par la force. C'est ça qu'il faudra faire aussi ici. Ces velléités tribales. Moi, je suis du Kasaï. Moi, je suis du Katanga, Mukata Katanga, de Bandundu, le truc là du bas Congo ici, Bundu Dia Congo, etc. Non. Ces discours-là, il faut les rejeter. C'est la nation congolaise. Il faut mener une lutte impitoyable contre le tribalisme au nom de la nation congolaise. Plus on sera unis, plus fort on sera. Le sectarisme doit être combattu. C'est la loi de l'histoire. Vous voyez les Américains là, c'est combien de nationalités? Les Espagnols, les Portugais, tout le monde est là, mais ça constitue l'Amérique, même les Noirs. Et c'est la nation la plus puissante. La Russie, c'est la même chose. Pendant que le monde fédère, vous venez ici nous implanter la politique de domination de village. Non, on doit vous combattre. Sera-t-il important de faire des concertations nationales et créer des mécanismes, des discussions et d'échanges entre tous les acteurs de la vie du pays? Pas les discussions, le dialogue, c'est toujours nécessaire dans une communauté. Mais tels qu'on les a vécus au Congo ici, c'était perte de temps. On a dialogué combien de fois? Ça a donné quel résultat? Vous voyez que même au Mali, ils reviennent à ça. Mais un imam dit non, monsieur. Le président qui est là-bas, Ibeka, c'est un collabo des Français. Il doit partir. Ici, dialogue à gauche, dialogue à droite, on arrive toujours à la formule de partage de pouvoir, on n'avance pas. Je crois, moi, que le temps est venu d'avoir des hommes forts qui imposent la discipline au reste des Congolais, qui mettent fin à des amusements et qui remettent tout le monde en ordre. Si on continue à bavarder comme on bavarde ici,
à longueur de journée, on ne va pas construire le pays avec ça. Oui. Vous voyez maintenant, avec la Covid-19, Oui. il a fallu qu'on impose les règles de distanciation, qu'on punisse les gens pour que les choses se mettent en ordre. On a diminué sensiblement les dépenses de funérailles, de mariage, d'autres amusements. Vous ne voyez plus, vous n'entendez plus des bruits des églises ici qui vous empêchent de dormir. Non, non, les gens prient. Normalement, il faut prier Dieu quand même, professeur. Oui, mais est-ce que tel qu'on le faisait là, vous dormiez? Les vacarmes nocturnes. Il a fallu imposer une certaine discipline. Les dialogues, on en a eu suffisamment. Moi, personnellement, je me dis, je n'ai plus le temps à aller perdre dans ces bavardages-là. Le français, dialogue, non. Nous sommes trop en retard. Il faut aujourd'hui diriger réellement le pays. Merci, professeur. Laurent Désiré Kabila a dit ne jamais trahir le Congo. Vu la situation présente que traverse le pays, est-ce que le Congolais ou l'homme politique congolais trahit le Congo? L'homme politique congolais, vous venez de le vivre avec le procès Kamere, non? L'argent de la République, l'argent des journalistes, tu es journaliste, ton caméraman aussi, l'argent des professeurs, je suis professeur, l'argent des fonctionnaires, notre argent a été pillé par des Congolais en complicité avec des Libanais. On a perdu combien? Jamal là, il est de quelle tribu au Congo? C'est à lui qu'on donne notre argent pour venir nous raconter qu'il y a crise, qu'il y a des difficultés financières. Lui prend notre argent, il l'envoie au Liban, à ses frères, à ses amis, à sa femme, à ses enfants. Et les Congolais restent ici impayés. C'est une trahison de la République. Et ça, c'est pratiquement tout le monde. Vous avez, après le procès Kamere, il y a eu le procès des Foner et de l'Office de route. C'est des millions, encore une fois, détournés au détriment des Congolais. Vous avez des enseignants, vous avez des fonctionnaires qui restent impayés des années durant. Et c'est des étrangers avec la complicité des nationaux qui jouissent de biens de la République. C'est une grande trahison. Quand Laurent Désiré Kabila arrive et il part, il n'a laissé aucune dette extérieure. Aucune. Il n'a emprunté nulle part. Il s'est mis à payer le militaire $100 chacun. Du temps de Tshisekedi père, nous avions la même formule. On n'émet pas de nouveaux billets de banque, on récupère ceux qui sont en circulation, même vieux, on paye. Et vous avez vu que le franc congolais se renforçait. Aujourd'hui, vous avez quel taux? La dévaluation est pratiquement horaire.
Et ça vous permet de payer combien? Qui décide du salaire du Congolais aujourd'hui? Ce n'est certainement pas le gouvernement de la République. C'est le Fonds monétaire, c'est la Banque mondiale. En dévaluant chaque jour, votre pouvoir d'achat diminue et vous êtes contraint de vivre dans la pauvreté, sinon dans la misère, alors que ceux qui dirigent officiellement sont vos frères congolais. Ils préfèrent s'enrichir avec les étrangers en vous rendant vous pauvres, misérables. Il est temps de déboulonner le plan de balkanisation de la RDC. Il est plus que temps. Il faut l'arrêter. Comme on l'a fait échouer au lendemain de l'indépendance, il faut également le faire échouer à l'heure actuelle, fort des expériences à travers le monde et des méfaits qu'il a causés à travers le monde. On l'a essayé au Katanga, nous l'avons fait échouer. On l'a essayé au sud Kasaï, on l'a fait échouer. Les Rwandais, les Ougandais sont en train de l'essayer. Il faut le faire échouer. Ok, merci beaucoup, professeur. Maintenant, que pensez-vous de l'application du terme déboulonner qu'a utilisé le président de la République dans l'une de ses déclarations? Bon, j'ai entendu la déclaration. Maintenant, je ne connais plus la suite de ce déboulonner qui... Non, je ne me rappelle plus de la suite, mais le terme, je l'ai entendu. Quelle leçon donneriez-vous aux Congolais et à tous les acteurs politiques congolais au sujet de la balkanisation? Madame, on ne va pas tourner en rond sur ça. La balkanisation, telle que j'en ai rappelé l'historique, est une mauvaise chose. C'est la politique de diviser pour régner. Le Congo, comme on l'a chanté à l'indépendance, doit rester uni. Plus il sera uni, plus il sera fort. Toute politique de son saucissonnement, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, doit être combattue. On ne va pas revenir là-dessus. La Chine, c'est combien d'habitants? C'est 1,3 milliard de Chinois, avec un code pénal dont l'article 217 dit: si un Chinois se passe d'un repas sans raison plausible, il doit être interpellé et envoyé en prison. Donc manger 3 fois par jour est bien. C'est une obligation en Chine. Nous, nous sommes que, bon, on peut dire 100 millions. Nous mangeons combien de fois? Et qu'est-ce que nous mangeons? Nous avons les terres les plus arables, un sous-sol des plus riches. Est-ce que la vie que nous menons ici, elle est digne de la vie d'homme? Toi là-bas, tu as terminé.
Tu es licencié à l'université. Je te pose la question, tu n'es pas obligé de me répondre. Combien de fois nous sommes en juin ici, tu as déjà eu à te payer un repas au Grand Hôtel? Combien de fois dans les hôtels de la place ici? Mais quand tu y vas, c'est toujours plein d'étrangers. Toi, si tu veux manger, tu vas manger dans les Maléwa et à crédit. Hein? Mais les étrangers jouent les diamants avec notre argent, à notre détriment. Donc, il y a plus important à faire que de nous perdre dans des politiques infantiles, ridicules du tribalisme. Nous sommes créés pour vivre heureux. C'est la Bible qui le dit, allez maîtriser la terre. Mais pour vivre heureux, vous ne pouvez pas vivre heureux si vous n'avez pas d'argent. C'est pour cela que Dieu a donné le diamant, l'or, etc. Or, nous en avons ici en surabondance. Nous devrions même être envoyés tous en enfer parce que nous n'avons pas réussi à profiter des richesses dont Dieu a doté ce pays. Voilà, merci beaucoup, très cher professeur. Comme nous avons signalé au début de cette émission que l'émission avait deux parties, donc maintenant nous sommes à la deuxième partie et nous allons parler de la colonisation. De cela, le professeur Kalele Kabila a un ouvrage que nous voyons ici sur les images. Nous allons lui remettre ça. Il va nous expliquer le titre. Caoutchouc rouge, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a utilisé ces termes-là, caoutchouc rouge. Il va nous expliquer en long à large. Nous allons écouter le professeur Kalele par rapport à cet ouvrage. Professeur, vous avez la parole. Nous voyons que là, voilà, nous voyons les livres et là, expliquez-nous qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez écrit, qu'est-ce que vous avez réservé aux téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Madame, ce livre a déjà été présenté officiellement à plusieurs reprises devant les journalistes, y compris dans les médias en ligne. Oui. À plusieurs reprises. Nous regrettons simplement le fait que le Congolais ne lit pas. Si nous pouvons y revenir aujourd'hui, c'est parce que l'actualité internationale, avec la mort de George Floyd aux États-Unis, nous oblige d'y revenir. Tout à fait. Aujourd'hui, à travers le monde, c'est la lutte contre le racisme, la colonisation. Ce livre, nous l'avons intitulé « L'Ouganda et le Rwanda en RDC » comme l'Espagne et le Portugal en Afrique, en Amérique latine. C'est l'histoire de la colonisation. La colonisation, ce n'est pas un phénomène racial. Autant les Européens ont exploité les Indiens, les Amérindiens, les peaux rouges, les Indiens d'Amérique, autant aujourd'hui, ce sont des Africains qui colonisent et qui exploitent d'autres Africains. Comment l'or a conduit aux tueries
des Indiens. Il y a même en Amérique latine des rivières dont la légende dit qu'elles ont été créées par le sang des Indiens tués Olimpeque, la rivière Olimpeque. C'est une rivière importante, mais créée par le sang des Indiens. Lorsque Léopold II vient ici, au début, il n'y avait pas de l'or. Il est venu aussi chercher à s'enrichir. Il s'est même préoccupé d'acheter une colonie. N'ayant pas trouvé une colonie à acheter, la chance lui est tombée d'avoir l'État indépendant du Congo avant qu'il ne monte au trône. Il en a fait une propriété privée avec comme objectif m'enrichir le plus possible. Sur le plan commercial, le produit le plus recherché qui procurait de l'argent, c'était le caoutchouc. Léopold II a décidé de le faire chercher là-bas. Il a recruté les jeunes Congolais, même les vieux Congolais doivent le savoir. Tous les explorateurs de Léopold II étaient des militaires. Le critère de recrutement, c'était le degré de méchanceté. Lorsqu'il va chercher, même Stanley n'est pas un Belge, c'est un Anglais. Pourquoi on est allé le chercher en qualité de mercenaire? Parce qu'il a fait ses preuves dans les tueries des Noirs pendant la guerre de sécession aux États-Unis. On l'a amené ici pour tuer les Noirs. Et il a réussi. Vous avez les noms comme le Wisman. Et tout ça c'était des militaires. Les gens qui tuent Syrie, c'était des militaires. Et le système léopoldien avait ceci d'exigeant. Vous voulez monter en grade dans l'administration coloniale, on vous juge au nombre des bras des Noirs que vous avez tués. Ces bras étaient coupés, séchés, envoyés à Léopold II. Plus méchant vous avez été, plus vite vous montez en grade. C'est cette opération couper les mains des Congolais qui a fait qu'on a parlé du caoutchouc rouge ou le sang sur les lianes. Décimé jusqu'à laisser 14 millions. Faites la différence. Faites la différence. C'est pour cela que nous reparlons de caoutchouc rouge. Et l'autre chapitre, vers la fin, parle du coltan du sang. Ça, c'est en ce qui concerne les Rwandais et les Ougandais. Pour avoir le coltan, il tue aussi les Congolais du Kivu, de l'Ituri. Il y a extermination, c'est le coltan du sang, comme le caoutchouc du sang. On peut même dire
le coltan rouge, etc. Donc, à l'époque où on décrit le racisme, on décrit la colonisation, puisque ces phénomènes se sont passés au Congo avec des atrocités extrêmes. Sous Léopold II, ceux qui déboulonnent les statues de Léopold II en Belgique, ce ne sont pas des Congolais, c'est les Belges eux-mêmes, scandalisés par les atrocités. J'ai même suivi l'intervention, demande de pardon du petit-fils, de l'arrière-petit-fils de Léopold II, qui dénonce ce que son arrière-arrière-grand-père a fait comme mal aux Congolais. Mais les Congolais ici sont passifs. Ils ne veulent même pas connaître ça. Il n'y a aucun mouvement ici de protestation contre ce que Léopold II nous a fait. On continue à parler de relations, de bonnes relations légendaires, etc., avec la Belgique. Non. Ce sont... Donc vous êtes contre cela? C'est l'histoire de la colonisation. Le colonisateur n'est allé nulle part pour faire du bien aux colonisés. Le colonisateur était à la recherche de l'argent. Il était conscient qu'en confisquant les richesses des colonies, les autochtones allaient réagir et il y est allé par la force. Partout, que ce soit les Anglais, les Français, les Espagnols, les Portugais, les Belges, tout le monde a recouru à la violence pour s'accaparer des richesses des colonies. Tout le monde a recouru à la violence pour exterminer les autochtones. Tout le monde a recouru à la violence pour s'emparer même des objets d'art dont on réclame aujourd'hui la restitution. Allez à Tervuren, allez au Vatican, les momies que vous avez là-bas, des pharaons égyptiens, les Anglais les ont arrachés, ils les ont exposés là-bas. Et quand vous entrez dans ces musées, vous payez. Donc ça leur a procuré combien d'argent pendant tout ce temps? Ça continue à leur procurer combien d'argent? C'est cet argent-là qu'ils vous prêtent pour le rembourser avec intérêt, ça devient la dette. Et vous continuez à danser ndombolo, à blaguer ici, jour et nuit, à chanter l'amitié belgo-congolaise. Aujourd'hui, madame, nous avons le corona. Et tout le monde accepte qu'en Afrique, cette maladie est importée. C'est des gens qui vont en Europe là-bas, qui l'ont amenée. Hein? C'est pour cela qu'elle se propageait plus à la Gombe qu'à la cité. Bon. Mais en Belgique, les gens meurent. Ils se battent contre le corona. Ils n'ont pas encore résolu ce problème de corona. Mais on vous annonce, il y a une délégation belge qui est venue ici pour aider les Congolais à lutter contre le corona, et avec autant de millions
de dollars. Cet argent n'est pas donné, c'est emprunté. Ils vous endettent déjà maintenant pour qu'après le corona, le peu d'argent que vous allez ramasser, vous puissiez le leur donner en paiement des dettes. C'est ça la colonisation. Continuez à vous appauvrir par tous les moyens. Je pense que le temps est venu, autant Corona nous a ouvert les yeux dans le secteur médical, en nous montrant que il y a eu des maladies que les Noirs ont soignées par eux-mêmes avant de connaître les Blancs, que les recherches doivent être relancées pour se soigner. La médecine capitaliste, elle est trop coûteuse. Mais la médecine africaine, c'est quand on vous dit ici que dès qu'on soit sida, que dès qu'on soit hélicoptère, et tout ça, prenez le bain, ça vous coûte combien? Bolobo, ça vous coûte combien? C'est 2000 francs. Mais vous allez dans un hôpital ici, ça va vous coûter combien? Ils vous refusent de l'argent, mais ils vous taxent cher et ils vous endettent. Vous allez étudier chez eux, recherche et recherche, mais ils ne croient pas aux résultats de vos recherches. Est-ce que nous avons besoin de leur quitus pour croire à ce que nous faisons? Non. Donc je recommande encore une fois la lecture attentive de ce livre par des Congolais et des Africains sérieux pour comprendre les méfaits de la colonisation, parce que nous sommes à l'époque de la dénonciation, et les pistes de sortie en insistant sur le fait que hier, ce sont les Européens qui nous ont colonisés, aujourd'hui, ce sont des Africains qui sont en train de coloniser d'autres Africains. C'est pourquoi le dernier chapitre de ce livre parle de l'échec de l'OUA. L'OUA a été créée pour réussir la décolonisation totale de l'Afrique. Elle a réussi. Aujourd'hui, l'OUA est en train de reculer. Elle est devenue même une OUA de traîtres où les présidents sont au service d'anciens colonisateurs pour coloniser leurs frères au profit de ceux qui les ont colonisés hier. C'est devenu, vous voyez ce qui se passe au Mali, un syndicat des chefs d'État, un président vomi par la population, la CEDEAO arrive là-bas pour le sauver. Bien, vous devez le garder, faites un gouvernement d'union nationale. On vous dit on ne veut plus de ce monsieur. Il est incapable. Il fait le jeu de français, dit non, on va le remettre. Ce jeu-là doit cesser. Madame, je crois que nous avons suffisamment parlé. Oui. Il faut également qu'on s'arrête. Oui. S'il faut revenir en détail sur ce livre, il faut organiser une autre émission. Que les Congolais apprennent à agir plus
qu'ils ne parlent, qu'ils apprennent à lire. Aujourd'hui, ils ne lisent même pas, même à l'université. Hein? Ils ne lisent pas. Ce livre, nous ne le vendons qu'à $30. L'autre à $20. Mais les gens disent c'est trop. Pourquoi cette différence de prix? Ça c'est à $30 et l'autre à $20? Non, par différence de volume aussi. Okay. Celui-ci est plus volumineux que l'autre. Mais le Congolais est capable de boire pour $100, incapable d'acheter un livre pour $10. Même si vous le lui donnez gratuitement, il lit, il feuillette quelques pages là-bas, il jette, il ne va pas lire. Ouais. Après, il se plaint, oh, si vous ne savez même pas ce qui se passe et ce qu'il faut faire. Sœurs, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. C'était là l'éminent professeur Kalele Kabila. Donc, nous lui disons un grand merci, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et nous vous disons merci, très chers internautes, d'avoir été nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission avec attention. C'était bien le professeur Kalele Kabila devant vous. Et nous disons un grand merci. Merci à l'équipe technique qui m'a soutenu aujourd'hui. Je vois là Thierry derrière la caméra, à Joël, Diawa, ainsi qu'à Exaucé au montage. Je vous dis un grand merci. C'était là, Bijou Maïkane à la présentation. Et un grand merci à notre patron Odon Boulamba. On se retrouve prochainement avec un même plaisir. Au revoir.